Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode des UBBistes. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine et je suis comme d'habitude avec l'homme qui a préféré se coucher à 21h42 ce samedi soir à la 30e minute de cette magnifique mi-temps proposée par notre équipe. Salut Yann, bien dormi ? Ouais, salut Cyril. Non, j'ai très mal dormi. J'ai même. J'imagine. Il faut qu'on en parle de ça d'ailleurs, parce que ça fait quand même 2 fois où je me casse en plein match et après on fait un résultat positif. Comme je suis hyper superstitieux, je vais regarder les prochains matchs du UBB à l'extérieur en replay. Je pense que c'est décidé. Ouais, t'es clairement le chat noir, mais du coup, ouais, t'as dormi en pensant qu'on avait perdu. 29-0, en plus j'étais très très énervé quoi. Ouais, ben je t'imagine bien, ouais. Mais écoute, c'est parti pour débriefer de cette belle victoire, en tout cas en seconde mi-temps. Mais avant d'attaquer le sommaire, un immense merci aux personnes qui continuent de nous écouter. Vous êtes à peu près 400 toutes les semaines, donc c'est vraiment top. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches, aux amis supporters de l'UBB, à vous abonner sur Spotify, Deezer, à suivre la page des UBBistes sur Instagram ou Facebook. Nous, ça nous aide déjà à avoir un peu plus de visibilité et puis ça nous encourage à continuer. Au programme de cet épisode très chargé, le retour du Top 14 avec le miracle de la Rabine, avec comme d'habitude les choses qui nous ont plu et moins plu, avec ensuite un arrêt sur le classement à l'issue de cette 10e journée. Nous accueillerons ensuite Lucas qui tient la page MHR Actu sur Twitter pour discuter de la réception de Montpellier ce samedi à 16h30 avant de traiter de l'actualité du club avec notamment les performances de nos Bordelais avec leur sélection ce week-end. Et pour finir ce programme, Yann, tu nous présenteras un petit nouveau qui pourrait faire ses débuts cette saison durant ce mois de décembre. Mais encore une fois, pour connaître l'identité de ce joueur mystère, il faut rester jusqu'à la dernière section. Allez, c'est parti pour le résumé du match. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner le match. Mais qu'à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Samedi soir, nos Bordelais se rendaient en Bretagne pour y défier le RC Vannes, bien soutenu par une délégation de supporters girondins. Les United BB et les Burdigalais notamment ont fait du bruit en ville et dans le stade. On a pu les entendre à la télé. Comme redouté, on en parlait la semaine dernière, début du match a été cataclysmique puisqu'on prend un essai à la 4e minute par Rourou dont nous parlait Loïc la semaine dernière. Notre maître à jouer Mathieu Jalibert sort à la 8e minute sur blessure et 5 minutes plus tard on prend un nouvel essai sur une défense très douteuse de nos piliers Poirot et Sadi. Bon, pour la faire simple, on ne touche pas un ballon et on va même prendre encore 2 essais pour pointer un somptueux 29-0 à la 32e minute qui a été fatal du coup à Yann. On se dit que c'est perdu et malgré l'essai de Tapoy à la 40e minute juste avant la mi-temps sur un beau lancement qui porte le score à 29-7, on n'y croit clairement plus. Yannick Bru opère 3 changements à la mi-temps avec les rentrées de Beauchaton en 2e ligne, Laterade et Swinton pour apporter de l'avancée et ça va vite être payant puisque Cazot marque dès la 42e minute et que Rétière limite 4 minutes plus tard et on commence vraiment à y croire quand à la 56e minute il y a 2 dingueries Vantez clairement qui entraînent 2 cartons jaunes foncés et un essai de pénalité. Alors il y a un coup de la corde à linge de Surano et un tête-tête de Saïli sur Mathieu. Ça nous permet de revenir à 3 petits points, 29-26. Et on finit par passer devant à la 66e minute sur un 2e essai de Cyril Cazot et une pénalité ensuite de Matteo Garcia, 29-34, avant que Carberry scelle le match sur une pénalité. Enfin bref, scénario complètement dingue. Des choses à dire en 2 temps. Clairement, Yann, je te propose qu'on passe d'abord au point négatif puisqu'il s'agit de cette première mi-temps. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Bon, dans les points négatifs, très clairement l'entame. On le mentionnait la semaine dernière. On redoutait une nouvelle entame de match catastrophique. J'ai fait un petit comparo sur les premières demi-heures de nos matchs à l'extérieur. Il faut savoir qu'au Loup, on était mené 12-0. Donc mené de 12 points après une demi-heure de jeu et on perd finalement que de 2 points sur une dernière pénalité de Léo Berdeux. La Rochelle, on est mené 18-3, 15 points. Tu perds à la fin de 10 points.
Clermont, tu perds 17-6, donc mené de 11 points et à la fin, tu perds que de 5 points. Et Vannes, donc 29-0. La seule rencontre où ça s'est pas passé comme ça, c'est Toulouse, où c'est nous qui menions 8-13, donc on menait de 5 points. Mais sinon, d'une manière générale, on fait des entames et des premières demi-heures catastrophiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça, Yann ? C'est clairement notre problème. On l'a évoqué la semaine dernière. On est complètement apathique. On se fait rouler dessus. Alors, il faut quand même. Bon, on peut féliciter quand même Vannes qui a produit un rugby qui était très y crois qu'il y a quasiment pas d'en avant. On a aussi leur ailier Rayassi qui nous a balancé des offloads de l'espace. Aussi un magnifique 50-22. Et donc voilà, il faut quand même reconnaître que Vannes a produit un rugby qui était très satisfaisant, avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de rythme. Les gros ont très bien circulé, ils nous ont roulé dessus tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que ça les a un peu pénalisés pour la suite. Je pense que physiquement, ils n'étaient pas prêts à aller dans des intensités si hautes. Après, nous, c'est clairement notre problème. J'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui se passe, pourquoi le discours de Bru n'arrive pas à changer ça, pourquoi les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils subissent tout. C'est-à-dire tous les plaquages, tous les premiers impacts sont subis. Il y a vraiment que, comme tu l'as dit, il y a que Toulouse où on a réussi c'est nous qui étions agressifs. Et c'est Toulouse qui était un peu apathique et qui faisait des en avant, etc. Donc je ne l'explique pas, ces deux visages. Et je pense que ça va être hyper important pour la suite parce que on ne pourra pas remonter 29-0 à toutes les équipes, quoi. Donc Ah mais non, très clairement. Et là, tu vois sur les 3 matchs que je mentionnais, le Loup, La Rochelle, Clermont, tu pars avec un déficit de 10 points et à la fin, tu perds de moins de 10 points. Donc ça veut dire que, en fait, cette première demi-heure, elle te coûte le match. Donc il faut absolument corriger ça. Et au-delà de l'attitude, je trouve qu'on n'y est juste pas. Quand tu vois le deuxième essai vanté où tu as un boulevard entre Sadi et Poirot, qui sont même pas proches du ruck en plus, ils sont limite zone 2. Non, mais c'est ça, la circulation était vraiment pas bonne, négro, là. Jamais le pilier gauche et le pilier droit doit se retrouver dans cette zone. Et d'ailleurs, Saïli le joue très bien, parce qu'il l'a vu. Hein. Là, normalement, ça doit être un troisième ligne qui doit être là. Il y a trop d'espace, il y a quasiment 10 mètres entre le ruck et le premier centre. Je crois que c'est Van Resburg. Et là, t'as deux, dont Sadi, qui est le joueur le moins mobile au monde, je pense, et Poirot. Donc du coup, là, c'est une porte, enfin, c'est même plus une porte, là, c'est un portail, un hangar, je sais pas comment le dire, mais et un truc énorme, quoi. Et ça, c'est la circulation. Là, on a senti que les mecs, au bout du 4-5e temps de jeu de Vannes, il n'y a plus personne qui était aux commandes et on n'arrivait plus à circuler correctement pour pouvoir défendre sur cette zone. Et on a vu ça tout le match, enfin tout le match, tout le match que j'ai vu en direct, moi. On a vu ça, quoi. Au-delà de la défense, on avait l'impression de pas arriver à se dégager en termes d'occupation. Moi, j'ai exactement le même sentiment que la première demi-heure à La Rochelle, où en fait, tu as l'impression que tu passes vraiment une demi-heure dans tes 40 mètres sans le ballon, et tu te demandes comment t'en arrives là, parce que t'as vraiment pas à te dégager, et t'as l'impression de ne pas avoir le ballon. Mais ça, c'est ce on évoquait, hein, les sorties de camp. Et je pense que tous les matchs que tu as cités, je pense que Max, il joue pas. Non, c'est ça, on n'avait pas gagné un match sans Maxime Lucu jusqu'alors. Et Maxime Lucu, je crois qu'il jouait à Toulouse. Donc, oui, c'est la charnière Max Jalibert. Donc en fait, c'est là où on se rend compte, parfois on n'arrive pas à se rendre compte, mais c'est là que tu vois l'importance de Max, déjà en tant que leader, et surtout dans les sorties de camp. En fait, c'est incroyable la différence quand il est là et qu'il n'est pas là. Alors après, Yann, il a bien évolué en deuxième, mais on verra dans les points positifs, parce que globalement, la deuxième mi-temps, on a dominé, mais quand t'es ultra dominé comme ça, il faut pouvoir dégager, mais en tribune, pour faire tout redescendre. Et ça, Yann, il n'y arrive pas. Et en plus, il peut plus compenser avec ce qui faisait sa force avant, c'était qu'il avait des cannes à la couillou. Et ça, il les a un peu moins, quoi. À sa décharge sur la première mi-temps, visiblement, on avait quand même le vent qui était bien contre nous. Hein. Oui. Donc effectivement, ça facilite pas le dégagement et ça facilite pas du tout l'occupation. Et c'est pour ça qu'on a chargé. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, la tendance s'est aussi inversée. Moi, j'ai trouvé aussi qu'en avant-match,
on s'est un peu dispersé avec cette histoire des réservistes de l'équipe de France. On a Christophe Le Sug, Yannick Bru qui ont fait des sorties en conférence de presse ou dans la presse pour un peu se plaindre du fait que il y a des réservistes en tribune au Stade de France la veille. Pourquoi nous on n'a pas le droit de les avoir le lendemain en top 14, alors que nous on en parlait la semaine dernière, on était assez d'accord sur le fait que envoyer un Lucu ou un Lamotte de Paris en Bretagne le samedi pour qu'ils jouent le soir, c'est pas forcément déjà de les mettre dans de bonnes dispositions. Et en plus, je trouve que ces sorties-là, déjà, elles te déconcentrent un peu du match, je trouve. Et pour les joueurs qui ont joué à leur place, donc en l'occurrence Yann Lesgourg et Connor Sa, en fait, tu les fais passer un peu pour des joueurs par défaut que t'aurais pas mis du coup si les autres avaient été disponibles. Donc je trouve que ça fait passer un mauvais message, ça te déconcentre un peu du match, ça t'éparpille quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Je pense que c'est pas une bonne déclaration et en plus c'est pas forcément justifié. Alors déjà parce qu'on l'avait dit, passer du vendredi soir au samedi soir, il faut pouvoir rebasculer psychologiquement, notamment pour Max. Mais en plus je comprends un peu la LNR parce que t'as quand même un petit problème d'équité. C'est-à-dire que si tu joues à 15h, c'est pas la même conséquence si tu joues dimanche soir à 21h. Ouais. Je connaissais pas la liste des réservistes, mais tu vois, c'est pas la même en termes d'équité. Donc pour moi, la décision, elle est pas scandaleuse, même si l'équipe de France avait relâché. Et tu as raison, je trouve que le message n'est pas bon, surtout que c'est des joueurs qui ont besoin de confiance, notamment Yann. Ouais. Et puis c'est aussi le jeu, c'est un bon problème d'avoir des joueurs réservistes en équipe de France, c'est-à-dire qu'ils performent, que ton club performe. Je pense qu'on aurait pu s'en passer, se focus un peu plus sur le match. Tu as d'autres éléments en fait. Enfin, c'est vraiment l'équipe, l'effectif, ouais, parce que ça. tu vois sur Twitter, je voyais des gens commencer à sortir des noms, mais en fait, il n'y en a pas un qui a été bon. Mais pour moi, c'est une faillite collective. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient pas bons en première, qui après sont redevenus bons. Typiquement Van Rensburg, qui en première loupe pas mal de plaquages, ils sont un peu perdus, etc. Yann a fait un meilleur match aussi. Cazo, on l'a pas trop vu en première et en deuxième, il a tout explosé. Enfin, tu vois, voilà. Donc, cette première mi-temps, on s'est fait rouler dessus. Donc, bien sûr, tu pourrais citer chaque personne qui sont trompés, quoi. Valait mieux être remplaçant samedi soir. Voilà. Ouais, très très clairement. Oui, c'était samedi, Yann. Hein. Ouais. Parce que toi, du coup, tu as vu la moitié du match dimanche. Écoute, en tout cas, on sait ce qu'il faut corriger, du coup, parce que ça sert même à rien de parler de touches de mêlée dans ce cas-là, parce que il y a eu des touches de perdu, il y a eu des mêlées de concédés, mais en fait, c'est tellement un ensemble que si tu commences à énumérer tous les points négatifs, on s'en sort plus. Après touche, on était pas trop mal. On a fait, on a loupé. Enfin, ça a fait un lancer pas droit. Donc bon, c'était pas en fait, du coup, c'est le seul dont je me souviens. Donc, ouais, voilà. Ouais, et en plus, là, je pense que lui, c'est pareil. Il est exténué. Je pense qu'il a pas géré le rythme du match. Donc, on le voyait, il prenait sa respiration et après il me balance. Alors en plus, s'il a pas de chance, il y a eu une rafale en même temps, mais il m'a fait un lancer pas droit, alors que globalement, il avait fait que des bons lancers parce que même le lancer qui était en fond de touche, on le perd pas. Bon, même si on le capte mal, on le perd pas. Oui, et puis comme tu disais, les remplaçants ont eu le beau rôle. Voilà. C'est-à-dire que Connor Sa, typiquement, t'as l'impression que la Terrade a fait un bien meilleur match, mais c'est parce qu'il bénéficie du travail de l'équipe, quoi. C'est ça, je pense que si on inverse les deux, c'est pareil. Aujourd'hui, on aurait encensé ça en disant qu'il a été énorme et la Terrade, c'est une pompe. Ouais, donc c'est pour ça que je trouve que sur en tout cas cette première demi-heure, pas vraiment la peine de mentionner des joueurs, c'est toute l'équipe qui a été catastrophique. Bon, du coup, je te propose quand même qu'on passe à un point un peu plus gai, les points positifs du match. Bon, me concernant déjà, mettre en avant un joueur qui est rentré à la mi-temps, qui a de suite apporté de l'avancée, c'est Swinton. Il a cassé des plaquages, il avance, c'est un guerrier, c'est un buffle. Un peu comme un Van Rensburg d'ailleurs, qui du coup dans le même profil a apporté de l'avancée et a permis ensuite d'apporter des essais, notamment celui de Cyril Cazo. Ouais. T'en as pensé quoi de son match à Swinton ? Swinton, il a fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire des plaquages offensifs. J'aime bien comment il fait ses appels autour du 10. Une ou deux fois il a fait ça et il nous a mis dans l'avancée.
Donc voilà, il amène cette densité qui nous manquait un peu dans la troisième ligne et cette rugosité. Voilà, il arrive à faire mal. Alors, c'est bien quand il fait pas de plaquage cathédrale, mais quand il arrive à se baisser et qu'il joue comme ça, il est quand même très très précieux parce qu'il colle des timbres et il fait beaucoup de plaquages offensifs. C'est un de nos rares joueurs à faire des plaquages offensifs. Bah, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps du coup avec Romain, le troisième UBBiste, c'est que on s'est dit si Swinton rentre et lui il va mettre un plaquage cathédrale, il va péter un câble et il va prendre un rouge. Bon, au final, il a fait tout l'inverse. C'était de l'engagement bien maîtrisé et il a fait un bien terrible. Ouais. Toi, tu voulais mettre en avant aussi, bah, du coup, celui qui a marqué un doublé, Cyril Cazot. Alors je vais faire d'abord un petit mot sur Van Rensburg pour compléter un peu ce que tu l'as évoqué. Ouais. C'est vrai qu'avec lui les attaques sont plus faciles. Voilà, on le faisait rarement avec Mofeana parce que lui il aime plus chercher les intervalles, etc. Lui c'est vrai que je fais une passe et puis après je vais foncer dans un mur, c'est quand même assez appréciable, surtout à l'extérieur. Et en plus quand t'as en face un 10, donc Lafage qui est pas le plus gros défenseur au monde, c'est vachement utile quoi. Et pour ça il a bien fait, il a bien cassé des plaquages et il nous a bien mis dans l'avancée. Il a été un peu en difficulté en défense en première. Je pense que, alors après c'est pas la paire la plus complémentaire du monde, mais je pense qu'il y a un problème de connexion en défense et il a lâché quelques plaquages. Alors il n'y a pas beaucoup de plaquages ratés. Je crois qu'il est à 90%. Enfin il a loupé qu'un plaquage. Par contre il y a des montées qui ont été, des placements qui ont été aléatoires. J'ai deux images où il se fait un peu aspirer sur l'aile et il se fait prendre parce qu'il se fait un peu aspirer par son avant-dernier défenseur. Mais grosse prestation. Et puis après pour moi et Cazot, bah du coup Cazot pour moi c'est l'homme du match. Avec Gray et Coleman, c'est vraiment nos trois meilleures secondes lignes qui peuvent jouer 5, même si là il a joué 4. Et c'est vrai qu'il a fait un match de pénible, hein. Il a été présent dans tous les rucks, il a fait beaucoup de plaquages, je crois qu'il loupe qu'un seul plaquage, il a avancé à l'impact, et puis il marque 2 essais, alors il a bien été servi par Beauchaton, qui fait aussi une très très belle rentrée en 4. Ouais. Lui, ça peut être clairement notre recrue en 4. Si on cherche un 4 de haut niveau, lui il peut carrément matcher. Parce qu'il est quand même fort dans le combat, ça plaque, et puis en plus ça s'est joué après contact. Donc ça, Bah, à chaque fois qu'il joue 4, il est très bon. Il avait joué 4 contre Toulouse. Ouais, ouais. Là, il a encore été très bon l'espace d'une mi-temps. Clairement, quand tu vois la profondeur qu'on a en troisième ligne et ce manque en seconde ligne, en tout cas quand on n'a ni Coleman ni Petit, bah, c'est clairement potentiellement la recrue en 4, ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi je le vois comme ça. Moi, je voulais aussi notifier le bon match, je trouve, dans l'animation de Carberry. Alors, c'est lui qui lance Tapoy sur un beau lancement en fin de première mi-temps, sur une touche, ouais. Et je trouve qu'après, je le trouve serein, patient, il trouve le bon mec, bon au pied, même si je crois qu'il fait un touche direct. Ouais. Mais dans l'ensemble, serein aussi parce qu'il met une pénalité en fin de match. Ouais. Donc tu vois, vraiment quand je me dis que potentiellement Jalibert, est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'il fasse du frais pour samedi, bah écoute, s'il y a Carberry, autant lui donner du temps de jeu pour qu'il soit de plus en plus à l'aise. Déjà, je le trouvais bien plus à l'aise que sur ses premières apparitions, qui confirme et qui cumule le temps de jeu, quoi. De toute façon, il est là pour ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pour faire, entre guillemets, reposer Jalibert. Parce qu'il faudra qu'on le gère, Mathieu. C'est un joueur qui prend des coups parce qu'il attaque la ligne. Là, il s'est pris une grosse béquille. Voilà, Jalibert, il faudra qu'il soit bon en juin. Et Carberry, c'est le joueur idéal parce qu'il est ultra propre. Moi, j'adore ça. T'as raison, en fait, il est un peu tranquille, c'est-à-dire qu'il est hyper posé, il va faire toujours les bons choix, s'il voit que c'est pas possible, il va garder le ballon, son pied est très bon. Alors après j'attends encore, parce qu'il est pas encore acclimaté à fond dans les systèmes, parce qu'on voit que ça circule pas encore assez autour de lui. Là. Il faut que, voilà, Swinton il a bien compris, il faut que tu arrives à circuler, à faire des courses autour de lui, et après il va faire la bonne décision, il va faire la bonne passe. Et aussi j'attends qu'il fasse plus, parce que ça j'adorais quand il était au Munster, c'est les coups de pied tactiques, des petites diagonales, ça il les fait super bien. Donc en plus avec un mec comme Louis ou Penaud, sur des défenses qui montent, qui sont des rush défense et qui montent vite sur l'avant-dernier joueur, ça va être terrible. Et je pense que ça, c'est une grosse arme qu'on n'a pas encore vue de lui.
et ça va vite arriver. Ouais, on l'a pas encore vu. En tout cas, clairement, c'est un bis. Oui, bah, c'est ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut tendre au poste de 9 en fait. C'est-à-dire Pour la saison prochaine. Ouais. exactement, c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait autant d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2. Là, on dit c'est ce qu'on a fait. Et tu vas voir que c'est hyper important pour la saison, quoi. Mais écoute, hâte de le revoir, que ce soit ce week-end ou ensuite en Champions Cup, pourquoi pas aussi en Irlande dans 3 semaines. Autre point positif que je tiens à souligner, parce que on en parlait, on en a parlé plusieurs fois, sur le poste de pilier droit. Taufa a joué 25 minutes, Ouais. ce qui est un petit miracle. Plutôt bon. Bah après, il bénéficie de la dynamique de l'équipe, mais en tout cas en mêlée, ça a tenu. Il fait même une passe. Alors c'est pas vraiment un offload, mais en tout cas c'est après contact. Ouais. Voilà, il a montré qu'il pouvait tenir la baraque quasiment une demi-heure. Mais c'est bien, il va être en forme au moment où il y a Big Ben qui revient. Ouais, mais du coup tu pourras peut-être faire souffler un peu Sadi qui lui fait 1h 70 minutes de jeu depuis, Non, mais t'as raison, un mois. Je plaisante, mais ouais, c'est bien. Voilà, il faut qu'on ait 3 piliers de toute façon. Il faut que tu aies 3 piliers droits pour que ça tourne. Surtout avec le mois de décembre qui arrive, ouais. là on va jouer toutes les semaines pendant 2 mois encore. Ouais, c'est pour ça. Donc là, il faut que physiquement ça tienne, et puis il faut qu'on protège Big Ben parce que mine de rien, il a fait une grosse saison. Il faut pas trop que, voilà, il faut pas qu'il enchaîne 10 matchs ou 20 matchs comme il l'a fait la saison dernière, quoi. Là, il faut qu'on arrive à mettre de la rotation, peut-être à l'extérieur. Et voilà. Et si Tofa arrive à jouer une demi-heure, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande pas de faire 80 minutes, mais une demi-heure comme ça, ce serait parfait. Ouais. Dernier point positif pour moi, c'est le bilan comptable. C'est-à-dire qu'avant Clermont, on s'était dit on veut 4 points Ouais. sur les 10 possibles, mais en tout cas sur les 8 de 2 victoires. On ressort avec 5 points, donc c'est pour moi ultra positif, même si on peut nourrir des regrets sur chacun des 2 matchs. Peut-être que Vannes t'oublie la première demi-heure, tu peux en fait prendre un bonus offensif. Peut-être que Clermont, pareil, t'oublies la première demi-heure, tu peux aller chercher quelque chose d'autre au Michelin. Au moins, on a un bilan positif. Au classement, on est bien. On a confirmé en fait ce bon début de saison. Ben, on s'inscrit dans le top 2. De toute façon, il fallait avoir 4 points et une deuxième victoire à l'extérieur pour s'inscrire dans le top 2. Voilà, et maintenant on affirme un peu notre objectif, quoi. C'est le top 2. On a fait un petit écart avec La Rochelle, qui reste minime. Ça peut vite s'arrêter, mais voilà, il faut qu'on s'inscrive dans ce top 2. Ouais, écoute, transition toute trouvée pour faire un petit point sur le classement du top 14. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Classement inchangé en tête de ce top 14. Toulouse reste premier avec une victoire bonifiée ce week-end. La Rochelle a perdu et laisse donc l'UBB à la 2e place avec 5 points d'avance sur le 3e et 4e qui est Toulon, le RCT. Et suivent ensuite Castres et Clermont pour compléter ce top 6. Nous, on est à 2 points du coup de Toulouse avec le même bilan. La différence se fait sur les bonus. Ouais. Au classement britannique, au classement strict, du coup, on est à égalité avec Toulouse en tête. Et viennent ensuite des équipes comme La Rochelle, Clermont, le Racing et Bayonne. Bon, on le disait, point comptable très très positif. En fait, là, il faut absolument gagner avant la trêve européenne pour se conforter dans cette deuxième place et aborder la fin d'année sereinement. Exactement, là, on en parlera tout à l'heure, mais victoire obligatoire pour valider le top 2. Voilà, il faut 4 points, ça me va. Voilà, il faut qu'on valide ce top 2 pour qu'on maintienne la pression sur le Stade Toulousain, qui va en plus au Racing. Donc, il y aura pas forcément, avant la Coupe d'Europe, il y aura peut-être pas forcément les internationaux, donc c'est pas sûr qu'ils fassent un résultat là-bas. Et La Rochelle, par contre, reçoit Vannes, donc il y a plus de chances que ça fasse un résultat positif. Écoute, on va suivre tout ça ce week-end. En tout cas, c'est parfait pour l'instant. On est en avance sur les indicateurs de la saison dernière. Donc tout est positif, sachant que l'an dernier, on avait fini à 6 points de la seconde place. Là, en tout cas, on est bien en avance. Écoute, on parlait du coup de la confirmation attendue ce week-end. Je te propose qu'on passe tout de suite à la prochaine rencontre avec un ami de Montpellier. Je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Ce samedi à 16h30, nous allons retrouver enfin Chabannes-Delmas après une longue trêve pour un Mado Chico pas piqué des hannetons.
Le MHR est actuellement 9e et sort d'une victoire bonifiée contre Pau. Mais pour nous en parler plus en détail, nous accueillons Lucas qui tient la page MHR Actu sur Twitter. Salut Lucas. Salut les gars, merci de l'invitation, c'est sympa. Merci beaucoup à toi de passer un petit moment avec nous pour nous présenter le début de saison de ton équipe et tes attentes sur ce match. Je le disais, le MHR est actuellement 9e. C'est mieux que la saison passée. Toi, tu penses quoi de ce début de saison? Alors, c'est mieux que la saison passée, ouais, mais c'est encore en dessous des attentes d'un club comme Montpellier. Notre niveau de jeu global, il a été un petit peu, on va dire qu'on a haussé le curseur, hein, notamment grâce aux recrues. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que début de saison poussif, là, ça va un petit peu mieux, mais on attend encore des meilleures choses et j'espère que ça va aller, quoi. Ouais, tu penses que vous n'êtes pas encore sorti d'affaire Ouais, non, du tout. et que il faut encore confirmer. Ouais. Bon, ça va pas être facile ce week-end, hein. C'est pas le match qui va nous relancer, je pense. Mais ouais. Donc là, premier bonus offensif, hein, quand même. Ça faisait Ouais. très 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 longtemps, hein, franchement. Et puis c'est pas le bonus offensif le plus glorieux que j'ai pu voir. C'est 3 essais, le 74e, 76e et 83e. Donc c'est vraiment, on a été le chercher avec les tripes. On n'a pas mis un score fleuve, Ok. mais ça va mieux quand même. On sent qu'il y a du mieux, même par rapport au début de saison. Et puis par rapport à l'année dernière, il y a un petit coup de mieux, mais c'est vrai que ça reste décevant encore de la part d'un club comme Ouais, Montpellier. après c'est comme tu disais une équipe avec quand même pas mal de nouveaux joueurs dont certains qui viennent de Bordeaux. Toi cette saison, tu trouves que c'est quoi un peu les points forts et les points faibles de l'équipe? Alors, très clairement, notre point faible, hein, c'est l'attaque. Pour les stats, hein, on est 12e meilleure attaque du championnat. Voilà. Et en termes Ouais. d'essais, c'est 13e. Donc, autant dire que c'est pas exceptionnel. Nos lancements de jeu sont vraiment pas top, hein. Ça veut dire que c'est vraiment notre ligne de trois quarts qui a du mal, même si on a fait des super recrutements qu'on évoquera encore une fois tout à l'heure. Souvent, on joue qu'une mi-temps. Ça veut dire que j'ai une stat qui est un peu rigolote, c'est que si on arrêtait les matchs à la 40e, on serait deuxième du championnat. Donc ça fait un peu marrer quoi, mais non, on est neuvième et voilà. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est l'exact inverse. Ouais. Nous, si on arrêtait les matchs à la 30e, en tout cas les matchs à l'extérieur, on serait, je pense, bon dernier parce qu'on est tout le temps mené Bah j'ai vu votre match hein, ce après week-end, la première j'ai demi-heure. regardé un peu, Ouais. vous allez en parler après, hein, mais c'était super deuxième mi-temps, ça on peut pas dire le contraire. On a pu en parler. Autant à domicile, ça va. On arrive à être assez régulier, à attaquer bien les matchs et à être plutôt consistant. C'est vrai qu'à l'extérieur, on fait qu'une mi-temps, hein. Ça, c'est le problème. Et nous, Mais, paradoxalement, c'est mieux à l'extérieur. Ça veut dire que à domicile, c'est pas top. Bon, à l'extérieur, c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais à l'extérieur, à chaque fois, il manque pas grand-chose et puis on craque dans. Donc là, ça va être intéressant de voir ça ce week-end. Bah après, ça peut s'expliquer parce que, alors moi, le point fort que je vois de Montpellier, moi, peut-être tu vas nous le dire, me le confirmer ou pas, c'est qu'ils ont quand même un pack assez consistant. Ouais. Il y a quand même deux droitiers qui sont solides, que ce soit Oukpatin on a qui encore à droite on a Awas aussi qui était aussi international, etc. Awas, on a des bons piliers, ouais. On a les Géorgiens aussi, hein. On a pas mal, on a un gros là qui était au repos ce week-end, donc il devrait jouer ce week-end, hein, Japrasidze, tout ça. Et ouais, on a ce que j'allais dire dans les points forts, on a notre mêlée, hein, clairement. On a une des meilleures du championnat et puis notre défense aussi. C'est clairement notre défense, on est la deuxième meilleure défense. Donc ça va être rigolo parce que vous c'est la meilleure attaque, donc ça va être ce week-end, c'est meilleure attaque contre meilleure défense. Et même à l'extérieur, globalement, hein, c'est ce qui notre fait- défense elle est solide, hein. C'est ce qui te fait gagner les matchs, hein, à l'extérieur, hein. Grosse mêlée, enfin gros point fort en conquête et après grosse défense, c'est ce qui te permet de gagner les matchs à l'extérieur. À domicile, c'est plus compliqué parce qu'il forcément il faut faire le jeu, mais à l'extérieur, c'est ce qui te fait gagner les matchs, quoi. En fait, c'est ça, on est assez fort sur les bases. Alors, c'était notre entraîneur, hein, enfin, notre staff, en fait, voulait mettre ça en avant. Ça veut dire que Montpellier, nos racines, c'est le combat fort sur les bases, en fait, sur les fondamentaux. On avait un peu perdu ça, notamment l'année dernière. Et là, on voit qu'ils ont vraiment axé la prépa sur ça. Parce que notre mêlée, c'est vraiment la satisfaction du début de saison avec la défense, hein, très clairement. Ça va être un vrai test pour nous parce que c'est vrai que la mêlée, c'est un peu en dents de scie. Surtout qu'il nous manque notre pilier droit titulaire depuis le début de saison et qu'en plus Falatea est blessé. Tamaifuna, là, c'est Tamaifuna, Là, c'est ça? ouais, qui n'a pas encore joué avec l'UBB, qui a joué avec les Tonga là notamment en novembre. Il jouera peut-être ce week-end, je sais pas encore. Mais par exemple, la Vannes, on a vu une première mi-temps catastrophique en mêlée et la deuxième mi-temps très correcte, même plus que correcte. Mais ça risque d'être compliqué, hein, parce que ouais, c'est vraiment notre
points faibles, que ce soit l'axe droit, si c'est Sadi qui débute, ou même on a un axe gauche un peu friable, là on va avoir des clients en face. Donc on va espérer que samedi il pleuve pas, ce Ouais, serait bien. ça pour serait nous, bien, ouais. parce que sinon on A va priori, souffrir. il pleuvra pas, de ce que j'ai pu voir sur la météo. Juste sur donc on parlait un peu des aspects un peu globaux. En termes de joueurs clés, toi, tu mettrais qui en avant, Lucas? Alors, nos joueurs clés, il y a clairement, là, c'est Yakuba Kamara, notre numéro 4, qui fait un début de saison exceptionnel, hein. Il a toujours, de toute façon, lui, quand il était sur le terrain, il a toujours été exceptionnel, que ce soit en touche, dans le combat, et c'est là un leader, donc vraiment, lui, c'est un de nos joueurs clés. Mention aussi à Serfontaine, qui revient de blessure, notre centre. On avait énormément du mal au centre depuis le début de saison, hein. C'était vraiment un point faible. Notre ligne de trois quarts, il y avait, comme je dis tout à l'heure, nos lancements de jeu, c'était vraiment pas terrible. Donc là, on attend vraiment de lui qu'il remette de la puissance et puis, encore une fois, son expérience. Et allez, un troisième petit dernier, ce serait Vunipola, notre recrue, qui est. Mm. Alors là, il va vous embêter, hein, je pense, hein, je sais pas c'est quoi, comment vous le sentez, le jeu au sol, hein, dans les rucks, mais Vunipola, c'est vraiment, il nous fait du bien. Surtout en défense, et puis encore une fois, l'expérience, hein. Ça veut dire que contre Pau, là, le week-end dernier, enfin, du coup, il y a 3 jours, là, ça a été, on les a vraiment. L'entraîneur de Pau disait que on les avait humiliés, pour reprendre ses mots, vraiment sur le jeu au sol. On avait été comme des chiens sur tous les ballons, donc je sais pas vous, votre jeu au sol comment c'est, mais là vraiment, avec Vonipola, c'est vraiment, ça devient nos points forts. Bah, c'est rigolo parce que les deux frères Vunipola qu'on attendait, qu'on disait un peu cramés, que ce soit celui de Vannes ou celui de Montpellier, sont quand même en Ouais, très grande forme en ce début de saison. Parce que Vunipola il tient la mêlée à Vannes ouais, ouais, il va te dire, ouais. et Billy, je pensais pas qu'il allait parce que nous on l'a croisé avec les Saracens l'année dernière en Champions Cup où en fait Ouais. bon, il était, Magnifique match d'ailleurs, j'ai regardé aussi. mais il était cramé quoi. Mais là il répète les efforts, il a dû faire une grosse prépa physique pour retrouver un peu ce niveau. Je pense il a dû vraiment beaucoup travailler quoi. Bah, je vais pas mentir, on s'attendait à rien, hein. On va pas mentir, hein, quand c'est une ancienne gloire comme ça qui vient dans le sud de la France, en la fin de carrière, on s'y attendait pas. Et puis en avant-saison, il y avait des échos du club qui disait qu'il était vraiment investi, et même les joueurs de Montpellier, hein, notamment Léo Colli, qui disait en interview que c'était impressionnant d'avoir un joueur comme ça. C'est une aura qui motive les troupes, quoi. C'est-à-dire que... Et puis il est passé capitaine d'ailleurs. Ça veut dire que là, ça Hmm. fait 4-5 matchs qu'il est capitaine, donc ça veut dire vraiment l'investissement qu'il porte au club. Donc vraiment un de nos joueurs clés, hein, vraiment un de nos joueurs principaux clés à suivre ce week-end. Dans le combat au sol, nous on est plutôt positif quand on attaque, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des rugs propres. Par contre, dans les rugs défensifs, c'est vrai qu'on n'est pas au niveau pour gratter les ballons. Là pour l'instant, il nous manque nos deux joueurs clés qui sont Big Ben et Tatafou, Ouais, bah oui. qu'on n'a pas eu depuis le début quoi. On est quatrième, nous, au grattage, il me semble. J'avais les stats sous les yeux, il me semble qu'on est quatrième au grattage et que ouais, vous étiez même pas dans le top. Après, ça va, vous avez beaucoup d'absents, hein, vous aussi, hein. Nous là, vous avez aussi pâti de la trêve internationale, enfin je veux dire oui, voilà, des matchs internationaux et puis vous avez encore du monde à revenir. Donc c'est peut-être bien qu'on vous joue maintenant et pas dans 2 semaines, quoi. Même s'il y a la Champions Cup qui arrive, bien sûr. Effectivement. Et tu mentionnais Yakuba Kamara, c'est marrant parce que justement hier, Yann me disait, tiens, lui, ça peut être une bonne recrue pour l'an prochain en 4. Ouais. Et puisqu'il est en fin de contrat. Ah bah Alors ça, je trouve ça étonnant qu'il arrive en fin de contrat. ça fait très très longtemps qu'il est là. Il est arrivé si je dis pas de bêtises, de Toulouse, mais il y a vraiment longtemps, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Exactement, peut-être ouais. 5, peut-être pas 7 ans, mais ça fait au moins 5 ans qu'il est là, hein. Et Et je puis, trouve ça bizarre qu'un mec comme ça arrive en fin de contrat sans qu'il ait déjà re-signé en fait. ouais. Parce qu'il va avoir des appels, hein. Ah non, mais c'est sûr et certain parce que quand il est sur le terrain, par contre, il est souvent blessé. Ça, c'est le point Ok. faible. Il fait des demi-saisons. Là, on touche du bois, mais c'est vrai que quand il est sur le terrain, il a un apport extraordinaire, hein. Là, il a encore ce week-end, c'était clairement le MVP du match. Même à la 74e, avec Kramé, c'est lui qui va nous planter l'essai pour nous relancer en faisant une course de 30 mètres. Enfin, c'est exceptionnel ce joueur. Moi, je confirme. Écoute, on le gardera à l'œil. Et tu mentionnais les recrues justement qui viennent potentiellement des îles britanniques. Stuart Hogg, t'en penses quoi? Alors, il jouera pas ce week-end, hein. Il est encore un peu juste. Peut-être qu'on aura la chance de le voir, mais c'est pas sûr. Mais c'est pareil. Lui, il s'est adapté. Alors, si on enlève l'extra sportif, hein, si on parle que sportivement, Oui. parce que extra sportivement, c'est plus que. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. C'est plus que critiquable, hein. Oui, et puis si on commence à parler
à parler d'extra sportifs sur tous les joueurs de Montpellier, on n'a pas fini, quoi. Bon, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil, franchement. Non, c'est C'est ouais. dans un podcast de l'UBB, hein. Ouais, mais ouais. Bon, après, si on cherche dans chaque équipe. Mais on aime Montpellier de toute façon parce qu'il y a Maël Ouais, c'est Madoche. gentil. Oui, c'est mais vrai. d'ailleurs on peut déjà dire un petit mot. Madoche Tamboué, donc il a disputé tous les matchs jusqu'à ce week-end où il a pas Il s'est joué. blessé à l'entraînement. 700 minutes, Donc ça veut dire qu'il était parti D'accord. pour jouer le match en complet encore. Donc Son- ouais, on son l'utilise. 10e match. Avant cette rencontre, il était à 700 minutes. Il a joué 80 minutes tous les matchs, sauf 2 matchs où il a joué 70 minutes, dont une fois à cause d'un carton jaune. Nous, d'un point de vue un peu externe, on l'a vu assez frustré et ça nous a un peu marqué parce que l'an dernier, il était super épanoui et même s'il jouait moins, il prenait énormément de plaisir sur le terrain. On l'a vu aussi jouer une fois en numéro 13. Oui, tout à fait. Toi, t'en tires quel bilan de ces 10 premiers matchs de Madoche au MHR? Alors c'est un peu à l'image du club, hein, c'est un peu en dessous des attentes. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il s'est bien installé déjà, un titulaire. Donc ça, c'était ce qu'on attendait de lui. Mais à l'image de nos jeux du 3/4, enfin de tous nos trois quarts en fait, on attend mieux. C'est-à-dire que nos trois quarts marquent très 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 peu. Mais c'est vrai que c'est un joueur extraordinaire, hein. Donc quand il va réussir à s'affirmer complètement et surtout quand notre jeu va pouvoir se développer autour des trois quarts, il est sûr Ouais. et certain que ça va faire des étincelles. Mais c'est vrai que de toute façon c'est à l'image de notre début de saison, hein. C'est en demi-teinte, donc c'est rare un joueur qui sort complètement du lot quand l'équipe est neuvième. C'est relativement rare. Ouais, bah, tu vois, un joueur qui peut potentiellement sortir du lot et il est titulaire à chaque fois chez vous depuis la 6e journée et il enchaîne depuis la 5e où il était remplaçant. C'est Maël Moustin. Nous, alors, pour rien te cacher, avec Yann, on l'adorait l'an dernier sur le Et, peu qu'on l'a vu. Yann, il avait même posté une vidéo sur Twitter. Tu vois, il sort du lot, il a déjà 3 essais, et il a c'est déjà l'exception. plus de 400 minutes, plus de 400 minutes au compteur. Il a le temps de jeu qu'il est venu chercher au MHR. Et c'était pas gagné parce qu'il débute. Alors je sais pas s'il était blessé ou pas, mais franchement c'est mérité. Il s'est installé. Moi j'ai son premier match et il fait une rentrée. On perdait hein, comme souvent. Et il fait une rentrée mais phénoménale. Sur les ballons hauts, dans le combat, dans l'agressivité. Il a été et depuis voilà sa rentrée dans je sais plus contre qui c'était. Il s'est installé à l'aile et voilà c'est un des rares qui vraiment sort du lot. On le voit, il est bien. Ça, déjà, je pense que c'est important pour un joueur, hein. Et lui, on voit très clairement qu'il est bien. J'ai eu la chance de parler avec lui pendant un entraînement ouvert. Et en plus, c'est un gars qui est génial, hein. Il a mon âge, donc on n'a pas la même carrière, hein, malheureusement. Mais en plus d'être extrêmement bon, il est gentil. On voit qu'il est bien. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je le découvre, en fait. Et c'est clairement la révélation, nous, de notre début de saison et voire du top 14 en général, hein. Ça veut dire que il a vraiment de l'avenir, je pense, et j'en suis persuadé. Ouais, très clairement, nous on était dégoûtés de le voir partir. Et Après, on sait que c'est un choix pour, du vous joueur, êtes... hein, parce que le Ah, c'est staff un choix du joueur. voulait le garder. Ouais, complètement. Bah, quand t'es l'UBB et que t'as une Et pépite ouais. comme ça, t'as envie de le garder. Et les gifs, il a 20 ans, enfin, il avait 20 ans. Moi, il m'avait répondu sur les réseaux sociaux en me disant, bah, je vais clairement chercher du temps de jeu. Ouais. Donc il a bien fait, visiblement, en tout cas sur ce début de saison. Ça marche bien. En plus, il a. Je trouve le truc qui me choque le plus, c'est que j'ai l'impression qu'il a même évolué déjà physiquement en Ouais, en quelques semaines, mois. je m'attendais pas à ce. Quand j'ai vu que Maël Moustin, une petite pépite de l'UBB, arrivait, je m'étais pas forcément renseigné. Là, je l'ai vraiment découvert là. Et puis c'est vrai que physiquement, c'est à l'image en fait de Lenny Nouchi, hein, notre ancien capitaine, qui a son âge aussi. Physiquement, Ouais. ils sont affûtés pour leur jeune âge, et c'est impressionnant. Et on voit c'est ça en fait, on voit qu'il est bien. On voit qu'il est bien et qu'il est, comme tu disais, il est venu chercher du temps de jeu. Puis là, il l'a. Et il le montre, et il montre qu'il le mérite quoi. Et du coup, Madoche blessé, a priori, tu penses que Moustin, lui, sera aligné ou est-ce que vous allez peut-être plus jouer la Challenge Cup la semaine suivante? Comment tu vois, la physionomie sur vos 2 prochains matchs? Est-ce que vous allez envoyer une grosse équipe à Bordeaux pour essayer de faire un coup justement parce que bah, nous, on n'est peut-être pas si bien que ça et il nous manque quand même quelques joueurs très importants? On a besoin de points. De toute façon, ça clairement, on a besoin de points. Donc dans tous les cas, on va envoyer une équipe compétitive. Peut-être pas l'équipe type, mais une équipe compétitive parce que si on peut aller gratter un point, il comptera en fin de saison. Donc ouais, Moustin, je pense qu'il va enchaîner. Il est tellement bon que de toute façon, il faut le faire enchaîner de toute façon, hein.
Oui. Ouais. Pour moi, ne pas aller jouer le match à Bordeaux, c'est une connerie parce que tu as besoin de points. Surtout, tu as la confiance qui commence à monter. Et là, aller prendre une pilule juste avant la trêve, en fait. Donc, ça veut dire ne pas faire 2 semaines de top 14 en plus. Non, non, il faut envoyer une équipe compétitive et je suis sûr qu'on va en envoyer une, ouais, sûr et certain. Ok, bah en tout cas, nous, de notre côté, je pense qu'on va aussi envoyer une équipe la plus compétitive possible Ouais, parce bien qu'il va sûr. nous manquer du monde. Yann, je te propose une petite compo, Ouais, comme vas-y. on fait depuis quelques semaines. Tu me dis ce que tu en penses, mais grosso modo, j'essaye d'envoyer l'équipe la plus compétitive possible pour ce match à domicile parce qu'il faut qu'on continue notre sans faute si on veut tenir le rythme de Toulouse et des La Rochelle, par exemple, qui suivent derrière. En première ligne, je te propose Mathis Perchaud, Maxime Lamotte, qui revient du coup de De France. Marcoussis, Ouais. et un revenant aussi, je ne sais pas s'il sera disponible, mais j'espère voir la première cette année sous le maillot de l'UBB de Big Ben Tamifuna. En deuxième ligne, Gray Coleman. Ce serait une première du coup pour cette saison d'avoir les deux associés ensemble. Et en troisième ligne, Matthew, Gazzotti et Swinton. T'en penses quoi, toi? Il est pas mal quand même ce pack. Enfin bon, on fait pas beaucoup tourner là. T'es pas loin de l'équipe type quand même dans le 8 de devant. Je pense qu'on n'est pas loin. Ouais. Peut-être que tu Ouais, changes un Perchaud par un Poirot et puis après en troisième ligne, c'est très très compétitif. Oui. ouais, effectivement là. Pour le coup là, j'ai rien à dire. Si on arrive à aligner ça, je serais content. Moi, je pense que Big Ben, il faut le faire jouer au bout d'un moment parce que bon, il a pas joué depuis longtemps et c'est impossible qu'on le fasse démarrer titulaire contre le Leicester en Champions Cup avec le rythme et avec le pack du Leicester. C'est obligatoire qu'il joue. Même s'il joue que 40 minutes et après qu'il explose et qu'on le sorte à la mi-temps, c'est pas grave. Mais il faut qu'il débute et en plus ça va être un super entraînement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le pack de Montpellier c'est quand même un Ouais. pack solide. Donc c'est un très bon test avant de rencontrer les Anglais qui marchent très très bien en ce début de saison. Concernant la charnière, je te propose. Alors, je pars du principe que Mathieu Jalibert s'est fait mal. Moi, je donne un week-end avant Leicester. Donc, je partirai sur Lucu Carberry et aussi parce que j'ai très envie de revoir Carberry sur 80 minutes. À chaque fois qu'il est là, je le trouve très précieux, très juste. Donc, ça me dérange pas de lui donner encore un peu de temps de jeu pour qu'il s'acclimate Ouais, à sa nouvelle équipe. ouais, moi c'est pareil. Pour le coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a fait un bon match. Là, il faut continuer sur cette lancée. Je pense qu'il faut qu'il travaille ses automatismes aussi avec Max. Donc, c'est un très bon buteur. Moi, ça me va. Et on reverra Jalibert à Chaban le Voilà, week-end suivant. exactement. Concernant les trois quarts, alors là, il manque du monde quand même. Je partirai sur Retière et Rébier sur les ailes et Van Rensburg et Huberti au centre. Donc du coup, repasser Huberti en 13 et mettre Rébier titulaire. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, ça va dépendre de quand va rentrer Desporter et quand va rentrer Penaud. Parce qu'en fait, je vois bien le staff faire du mixte entre ce week-end et le week-end de Coupe d'Europe. Je sais que Penaud est en vacances, donc lui il va réattaquer contre Leicester. Donc peut-être que je ferai tirer un peu plus LBB et Mofeana pareil en 13, jusqu'à qu'il y ait les retours de Desporter et que ça puisse faire tourner. Van Dresburg il est performant. Moi je mettrai Mofeana et je le ferai reposer plus tard. Donc tu mettrais et Moefana et LBB qui ont tous les deux joué titulaire sur les trois rencontres de l'équipe de France. Ouais, Ok, quitte à les reposer du coup en Champions Cup exactement. par la suite. Et du coup, ok. Et du coup, moi par contre, je mettrais Buros en 15. Le retour, voilà, il était pas à 100% pour le déplacement à Vannes. Donc là, j'imagine que ça doit aller bien mieux. Ça me va. Ok, bon, en tout cas, ça nous fait quand même une belle équipe, d'autant plus si on a du Biel Biarré et du Moefana qui peuvent arriver sur la ligne des trois quarts. Mais même avec celle que je t'ai énoncée, je pense qu'on a des armes pour embêter le MHR, avec en plus Chaban qui est, je crois, quasi complet déjà. Donc, à 3 jours du match, je pense qu'on aura de nouveau un guichet fermé. Vos pronostics, messieurs, peut-être en commençant par Lucas pour ce match UBB MHR. Alors, je pense que vous allez gagner, hein, en toute objectivité. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher un point? Je sais pas. Le cœur dit que oui,
la raison dit que ça va être peut-être un peu compliqué. Donc si je suis objectif et qu'on y va à fond, allez, je dis peut-être un 30-18 pour l'UBB peut-être. Et si c'est le cœur qui parle, allez, on va chercher un point et on perd de 5 points pile poil. Ça nous va. Yann? Déjà, il a un score et tout, Lucas. Ouais, j'ai pas travaillé un score. Moi, moi je pense qu'il faut qu'on valide Van. Donc, une victoire simple, ça m'irait. Ouais. Voilà. 4 points. 4 points. Bah écoute, pareil, moi je vois une victoire quand même, hein, même si il manque du monde derrière, devant. Si on arrive à aligner un pack comme ça, je m'en fais pas trop. Surtout qu'à domicile, on fonctionne quand même pas mal. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette petite preview du match de samedi, donc qui sera donc à Chabandelmas à 16h30. Hâte de retrouver notre équipe à domicile ce week-end. Merci beaucoup, Lucas, pour les gens qui veulent suivre les aventures de Maël et Madoche dans l'Hérault. Vous pouvez suivre Lucas sur la page MHR Actu sur Twitter. Merci beaucoup, Très Lucas. gentil, les gars. Allez, bonne chance pour ce week-end et puis à la prochaine. Et puis merci de l'invitation encore. Merci Lucas. beaucoup, bonne chance à vous aussi. Et on retrouve tout de suite les actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Ce week-end, 3 de nos joueurs ont joué contre l'Argentine lors de la victoire 37-23 avec encore une fois un Louis Bielbiarré rayonnant. Mais honneur aux petits nouveaux. Je te propose qu'on parle de Marco Gazzotti pour sa première cape qui est rentrée à la mi-temps. Il fait 6 sur 8 au plaquage, 11 mètres parcourus. Il a voulu beaucoup en mettre très vite. Il s'est peut-être un peu cramé, mais en tout cas, il a fait une très bonne prestation. Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors je pense qu'il pensait pas rentrer si tôt. À mon avis, la sortie, alors c'est Boudin qui est sorti à la mi-temps. Donc voilà, hein, quand c'est ta première cape, tu as envie de cartoucher tout le monde, tu as envie de prendre le ballon et d'avancer. Et donc globalement, tu peux vite te cramer. Et on a senti qu'à la fin, c'était un peu dur. Mais bon, il fait un excellent match. Hein. Il porte un ballon à un moment où il va battre 2 défenseurs là au milieu de terrain. Il sauve 2 essais, parce que mine de rien, à 5 mètres de ligne, c'est 2 fois lui qui récupère le ballon. Donc bonne première cape. Ça permet un peu de valider son bon début de saison. Ouais. Alors c'est sur Twitter que j'avais vu. Alors c'est un de nos amis palois qui a fait un petit thread statistique qui montre un peu qu'il est par rapport à la moyenne des 3e lignes européens, il est au-dessus, que ce soit dans les plaquages dominants, dans la réussite au plaquage, le grattage, comment il porte les ballons, etc. Donc il fait partie des meilleurs 3e lignes statistiquement européens de ce début de saison. Donc c'est assez intéressant et ça traduit bien en fait ce que nous on voit tous les week-ends où on sent qu'il a... Ça y est quoi, là ça y est, il a envie de tout casser quoi. En tout cas pour l'instant, tant qu'il se casse pas la main, c'est très bien et qu'il continue comme ça et peut-être qu'au tournoi il sera une vraie rotation sur cette 3e ligne. LBB lui, encore une fois, comme je disais, rayonnant, un essai aussi de pénalité provoqué par sa course et sa lutte avec notre ami argentin. Il a encore une fois joué l'intégralité du match, 4 sur 5 au plaquage, 19 mètres parcourus, 2 franchissements. Bon, LBB fait du LBB. Ouais, il passait dans une autre dimension, je trouve. Là, il commence à titiller un peu les meilleurs ailiers mondiaux, je trouve. Je pense qu'il impressionne tout le monde. C'est-à-dire que je crois que c'est Scott Robertson qui avait fait une déclaration en disant qu'il court vite. Et c'est ça, en fait, il va hyper vite, parce que son action, là, c'est un cas d'école. Et en plus, tu peux quasiment pas défendre. C'est-à-dire que du moment que le 13 a lâché le ballon... Alors là c'était Ramos, mais qui lâche le ballon sur Louis, le 15 commence à rentrer dans la ligne, et là il envoie le coup de pied, et puis ça va super vite. Ouais. Il maîtrise parfaitement cet élément-là, donc franchement c'est la confirmation. Indéfendable. Écoute, on a hâte de le revoir du coup potentiellement ce week-end ou le week-end suivant s'il est laissé en repos. Et un qui s'est un peu mieux montré, je trouve, Yoram Moefana, il a disputé tout le match, il s'est bien envoyé puisqu'il fait 13 sur 15 au plaquage, 15 mètres parcourus, c'était un peu mieux que contre les Blacks, non ? Beaucoup mieux, et déjà j'ai trouvé qu'il s'est plus baissé d'ailleurs. Il t'a écouté du coup ? Bah ouais, je pense. Ou peut-être que c'est le staff qui lui a dit, mais voilà, je trouve qu'il s'est mis beaucoup plus bas, et de fait en fait il a eu beaucoup plus de plaquage dominant même.
c'est qu'il a retourné une ou deux fois les Argentins, et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il arrête d'essayer d'attraper haut les mecs, parce qu'en fait, à chaque fois, il est lâche. Donc il faut qu'il arrive à engager l'épaule et à se baisser, et il va faire des énormes dégâts. Et après en attaque, c'était un peu mieux, parce que forcément, déjà on a joué, et on a eu le ballon. Oui. Donc ça c'est une grosse différence aussi avec la Nouvelle-Zélande, c'est que on a eu le ballon et on a joué les ballons de contre-attaque. On espère que lui aussi sera présent pendant le tournoi de destination et qu'on va le revoir potentiellement du coup dès ce week-end. Ce serait un beau cadeau pour tout Chaban. Un joueur qui a été également sur le terrain, mais du côté adverse, Guido Petit. Plutôt en vue côté argentin, il a joué 52 minutes en tant que titulaire, 7 sur 9 au plaquage, 30 mètres parcourus, ballon en main. Important dans les airs, c'était beaucoup mieux que son dernier match à Clermont. Ouais, je pense que c'est son meilleur match. Il doit faire partie de ces races de joueurs qui sont sublimés par leur équipe nationale et qui sont hyper performants avec l'Argentine. J'aimerais bien qu'il fasse ce genre de prestation avec nous. Parce que là, il a été très bon, hein. Donc comme tu dis, hein, dans le domaine aérien, on est à peu près sûr que c'est un des gros dominants du circuit mondial. Mais là, il a réussi à porter plus le ballon que je l'avais vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu faire ça, quoi. Oui. La petite touche jouée vite avec Montoya, où après il emporte Dupont sur 10 mètres, là. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu courir autant. Donc on va prier pour qu'il nous revienne en pleine forme et qu'il fasse pas 4 pénalités comme Clermont en 10 minutes. Concernant les autres matchs, Bentami Funa, lui était de nouveau titulaire et capitaine des Tongiens et ils ont de nouveau perdu en Géorgie 22-7. Bon, Kata, les Tongiens. Ouais, ça va plus. Mais bon, voilà, il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé, il rejoue, il a joué 2 matchs. On espère qu'il va en rejouer plus durant ce mois de novembre et décembre. On espère revoir Big Ben très très vite. On voit la lumière à droite. Et concernant les internationaux, le dernier à avoir joué, c'était Tevita Tatafu qui était remplaçant. Il a joué 20 minutes lors de la déroute du Japon contre l'Angleterre, 59-14 pour 4 plaquages, 5 mètres parcourus ballon en main. Ah oui, pas grand chose à faire Non, pour moi, Tevita sur ce genre de match. J'ai pas vu le match, mais voilà, ce qui était rassurant, c'est que j'avais peur d'une grosse blessure aux adducteurs, parce qu'ici il a senti une pointe. Et là, cette titularisation, enfin le fait de rentrer 20 minutes, bon, ça rassure tout le monde. Lui, c'est pareil. De toute façon, on avait tablé sur un retour en pleine forme en début décembre, on va y arriver. Oui, effectivement, il aurait pu être absent bien plus longtemps et on risque de le revoir assez vite avec l'UBB. Donc c'est très bien. Autre news concernant le Seven, Romain Gardra a été sélectionné pour les étapes du circuit mondial à Dubaï puis à Cape Town. C'est la première sélection de notre jeune troisième ligne de 20 ans qu'on va suivre du coup attentivement cet hiver. Je sais qu'il y avait Matteo Garcia qui faisait partie d'une présélection objectif JO 2028 donc à Los Angeles. En tout cas, c'est cool d'avoir des Bordelais impliqués dans cette équipe. Mais tu sais, on avait vu Gardra, il avait fait les matchs de préparation avec nous. Ouais, il a des qualités physiques hors normes. C'est un troisième ligne qui va vite, très vite. Et Ouais. donc c'est bien de le voir en sélection. Et en plus, chose qui est bien avec les sélectionnés à 7, c'est que maintenant ça compte dans les gifs. Donc on aura un plus 1 gif grâce à Romain dans les feuilles de match. Super, effectivement, on l'avait vu, je crois, contre Pau, un match de préparation, et on a hâte du coup de le suivre. On en parlait les semaines précédentes, et ça y est, ça a été officialisé par le Biarritz Olympique. Yann Lesgourg rejoindra le club de Pro Dedo ou de Top 14 la saison prochaine. Bon, logique finalement. Ouais, c'est bien, retour aux sources. Et ça a été confirmé par le journal L'Équipe, pas encore par le club parce que les annonces des arrivées se font toujours bien plus tard dans la saison. Mais Jean-Luc Duprez, troisième ligne de Sale, va rejoindre l'UBB la saison prochaine. Yann, alors on l'avait déjà présenté, Ouais. mais est-ce que tu peux nous redire 2 mots rapidement sur le Juan Lucho qui va venir remplacer normalement Tevita Tatafu, c'est ça? Ouais, alors visiblement c'est le meilleur des frères jumeaux avec Dan. Donc Jean-Luc, c'est le meilleur. Et en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est ultra polyvalent. Donc c'est un joueur qui peut jouer 8, son poste de formation, mais également 6, donc troisième ligne côté fermé, et également 4 où il a fait énormément de saisons. Donc on va voir, donc logiquement, t'as raison, il a été recruté pour remplacer Tatafu,
mais à voir si on recrute un autre 8 ou si c'est pour l'installer lui en 4 ou lui en 8. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce genre de joueur polyvalent, c'est que on va pouvoir soit le mettre remplaçant ou titulaire au poste de 6 ou 8. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir maintenir en fait l'éclosion de 8 plus spécialistes comme Gazzotti ou Mathieu. Donc ça, c'est bien. Ouais, et puis on cherche quand même ce genre de profil très polyvalent, un peu comme un beau chaton qui peut évoluer sur les deux lignes et qui peut plus que dépanner au poste de 4. Ouais. Parce que quand tu vois comme on était ric-rac en début de saison sur la deuxième ligne, c'est ultra précieux ce genre de profil. Exactement. Et encore un Sudaf à Bordeaux. Ouais, alors les Sudaf, oui, effectivement, ils commencent à être nombreux entre Van Rensburg, on a Christian Everett aussi en espoir. On avait Kian écoute, Jacob aussi en espoir, qui va lui aussi monter l'année prochaine. Donc c'est bien, on commence à avoir une petite colonie de Sudaf. A priori, c'est quand même une bonne école. Hein, donc, Oui, de toute façon, ils sont champions du monde deux fois. Ouais. Concernant les Lionnes du Stade Bordelais, elles ont balayé Grenoble 40-10 grâce à 6 essais et glanent le bonus offensif, ce qui leur permet de rester en tête du classement devant Blagnac. Elles ont rendez-vous pour leur prochain match le samedi 7 décembre à Lyon. Les Réchelles, eux, se rendront à Agen ce samedi pour le compte de la 7e journée. La victoire sera impérative pour suivre le rythme de La Rochelle et de Toulouse. Mais ce n'est pas un espoir que tu vas nous présenter exceptionnellement aujourd'hui, mais un joueur historique du club, j'en dis pas plus. Présentez-vous, qui je suis, les gars, qui je suis. Et Yann, tu vas nous présenter aujourd'hui un petit jeune qui n'a pas encore joué cette saison, mais qu'on espère revoir très vite, parce qu'on l'a plus vu depuis, il me semble, le déplacement au Loup la saison dernière. Tu vas nous parler de l'arrière Nance Ducoin. Bah ouais, parce qu'il nous manque un peu le petit Nance. Alors on le voit de temps en temps avec les vidéos, mais on aimerait bien qu'il rejoue avec nous. Bon, pour le présenter rapidement, bon, tout le monde le connaît, mais il a été formé dans les Pyrénées, donc à Salary, hein, donc dans une terre de ski. Et après, il est parti assez jeune à l'Aviron Bayonnais pour ensuite passer en espoir à Perpignan. Et très rapidement, en fait, il est passé pro. Et au bout de 2 ans à Perpignan, Marty est allé le chercher en Pro D2. Et c'est vrai qu'après, il a fait une éclosion chez nous, en étant un titulaire indiscutable, en faisant ses premières sélections. Donc je crois que c'est en 2017 où il part en Afrique du Sud faire la tournée. Où d'ailleurs il doit s'en souvenir. Enfin, je sais pas s'il s'en souvient parce qu'il a dû faire un petit KO, ce plaquage où il se sacrifie en fait. Alors je crois que je sais plus si c'est sous le pilier ou sous Etzebet. Et après, après il a aussi fait une tournée en novembre où il a fait son premier match contre les Blacks. Donc voilà, donc il a fait une très bonne carrière et on a envie de le revoir parce que c'est vraiment un mec qui peut nous aider, parce que c'est un super joueur, notamment sur les ballons hauts. Alors il a plus ses cannes d'antan, mais il a toujours ce sens du timing. Mais le problème, c'est qu'il est toujours flingué par les blessures et ça c'est un problème parce que il n'arrive pas à s'en sortir, je pense. Ouais, clairement, il a visiblement les ischios qui sifflent comme des petits rossignols. Et je regardais du coup le match contre le MHR, la réception du MHR de l'an dernier, et il avait été très précieux contre le MHR. Et effectivement, c'est bien contre le Loup ensuite qui se pète à la 20e journée fin mars. Donc on espère vraiment le revoir parce que mine de rien, il peut quand même être utile. On n'a pas trop de nouvelles d'ailleurs de potentiellement prolongation, pas prolongation, même si on se doute que y a peut-être la place qui va être laissée aux jeunes. Ouais, je pense parce que là, déjà l'année dernière, il était beaucoup blessé. Là, il réentame la saison en étant blessé. Je pense qu'il faut aller chercher, sachant qu'en plus, comme on l'évoquait avant, Jalibert sera pas forcément tout le temps sélectionné. Buros plus. Donc il faudra peut-être réfléchir à un 15 assez performant pour pouvoir remplacer Romain quand il est en sélection. Donc on va peut-être se tendre, vu ce qui s'est passé en novembre et ce qui va se passer sûrement en février, on va peut-être tendre vers un arrière un peu polyvalent, parce que je pense que pour l'instant Rébier ne peut pas le faire, parce que je pense qu'il va pas assez vite et il aura pas assez de couverture et pas assez de pieds pour jouer 15.
Donc c'est pas impossible que Marty se penche sur un recrutement d'un 15 spécialiste ou d'un 15 allié. Ouais, il va falloir qu'on suive un peu ce mercato et effectivement, ça va dépendre beaucoup de l'équipe de France et des joueurs appelés ou non. En tout cas, Nance Ducoing fait partie du groupe puisqu'il était à la Rabine. Alors il a pas joué, il était réserviste, mais en tout cas, il postule depuis quelques semaines et on espère notamment peut-être en Coupe d'Europe, pourquoi pas à Belfast, tiens, contre l'Ulster. C'est possible. Moi, je le vois plutôt attaquer à Castres, le retour de top 14, parce que je pense que là, il y aura des mecs qui vont être mis au repos, parce qu'ils auront enchaîné les 2 matchs de Coupe d'Europe. Mais c'est possible à l'Ulster. Ok, bon, en tout cas, on espère que on va le revoir cette saison, même si j'en doute pas trop, mais le plus possible et qui nous marque encore des beaux essais avec l'UBB avant de s'envoler vers de nouveaux horizons, soit rugbystiques, soit on sait qu'il a lancé sa ligne de vêtements, que il passe plutôt bien à la caméra, donc il doit avoir des projets extra sportifs très intéressants. Bah merci pour la présentation du coup de Nance, même si tout le monde le connaît. Je pense que c'était sympa de retracer un peu sa carrière, notamment à l'UBB. On espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment à nous écouter, que vous avez adoré cette deuxième mi-temps samedi, que vous êtes prêts à aller supporter l'UBB samedi à 16h30 à Chabandelmas pour on l'espère, une nouvelle victoire qui nous conforterait dans notre position de deuxième du top 14, et même pourquoi pas premier. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Yann. Eh bien, merci mon Cyril. Et puis à très vite, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.